Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi, quand à 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure, les sujets à l'ordre du jour, l'actualité nationale et internationale. Merci de nous suivre partout en République de Guinée si vous le faites à l'instant. Vous êtes sur Kavi TV. Si vous nous écoutez à la radio, vous êtes forcément sur la 89.5 en bande FM. À l'AB, nos partenaires de Beta FM vous accompagnent de ce côté relais en direct. Cette émission, le scanner. Au menu de ce matin, l'intersyndicale de l'éducation FSPE, SNE, a annoncé la suspension de son mot d'ordre de grève ce mercredi, déclenché le 1er décembre dernier. Le mouvement avait entraîné d'importantes perturbations dans plusieurs établissements scolaires à travers le pays. Les syndicats précisent toutefois qu'il ne s'agit que d'une suspension visant à offrir une nouvelle chance aux négociations engagées avec le gouvernement, mais quels sont les enjeux qui se cachent derrière cette décision? On en parle dans la première partie de cette émission. Le scanner. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de la journée dédiée aux martyrs et aux victimes pour faire une double annonce de portée politique majeure, il faut le rappeler. Il a confirmé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2029 et annoncé la relance des activités de son parti, le PASTEF, avec l'organisation d'un congrès en avril, le renouvellement et la distribution des cartes de membres, ainsi que la reprise des tournées nationales. L'objectif pour Sonko est d'atteindre 1 million d'adhérents en 2026. Quel message Ousmane Sonko souhaite-t-il faire passer à travers cette offensive politique? Analyse et décryptage à suivre dans cette émission. Le scanner. Au Burkina Faso, on va parler de la célébration du 65e anniversaire. C'est ce 11 décembre 2025, anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion de cette journée hautement symbolique, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation depuis un décor inédit dans les usages protocolaires africains. Dans son message, il est revenu sur les défis sécuritaires, les progrès réalisés par le pays, la priorité accordée au secteur agricole, ainsi que sur ce qu'il qualifie désormais de modèle burkinabé appelé à inspirer d'autres États. Décor, enjeux et perspectives. Nous analysons cette adresse présidentielle dans la dernière partie de cette émission, le scanner. Voilà entre autres sujets à débattre. Pour ce numéro du scanner, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Si vous êtes sur notre page officielle, vous êtes forcément sur Kavi TV ou sur notre application mobile disponible sur Play Store et App Store, Kavi Média, téléchargeable de ce côté. Merci également de nous suivre via notre site d'information siaminfo.com où vous pourrez suivre en direct cette émission et à la radio et à la télé pour votre plus grand plaisir. Autour de moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre les sujets à l'ordre du jour. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Djena Boukam. Bonjour Abdallah et bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. On commence par cette première actualité. L'intersyndicale de l'éducation FSPE SNE met en pause son mot d'ordre de grève lancé le 1er décembre 2025. La grève a fortement perturbé les cours dans plusieurs écoles du pays, mais les syndicalistes préviennent que la grève est suspendue, pas levée. Ils veulent laisser une dernière chance aux négociations avec le gouvernement. Avant tout débat, suivons ensemble cette déclaration lue par le porte-parole de l'intersyndicale de l'éducation FSPE SNE, Aboubakar Gesto Kamara. Vu la décision approuvée par l'Assemblée, l'intersyndicale de l'éducation FSPE SNE décide de la suspension du mot d'ordre de grève générale déclenchée le 1er décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. L'intersyndicale de l'éducation FSPE-SNE remercie
les enseignants pour avoir respecté le mot d'ordre de grève malgré les menaces et les intimidations. Vous êtes restés unis et solidaires pour la défense de la cause noble. Cause noble. Vous l'avez déjà compris, cette déclaration lue par le syndicaliste Aboubakar Gesto Camara. Question à présent, quels sont les enjeux derrière cette décision ou ce mot d'ordre de suspension de la grève lancée le 1er décembre, Diana Boukam? La décision de l'intersyndicale de la FSAPE et du SNE de suspendre et non de lever la grève n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie syndicale classique, c'est-à-dire maintenir la pression tout en ouvrant la fenêtre de dialogue. Je veux dire, ils maintiennent la grève, elle n'est pas supprimée, elle est juste sur pause. En même temps, ils donnent l'opportunité au gouvernement d'aller vers les négociations. Donc, je voulais dire que cette suspension répond à 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est l'enjeu tactique qui consiste à reprendre l'initiative sans perdre la face. Vous savez que la grève a été lancée le 1er décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, donc 10 jours. Et si on compte du 1er jusqu'au jour de la déclaration, de la déclaration pour la suspension de la grève. Donc les syndicalistes, ils savent que quand une grève est prolongée, cela peut les coûter politiquement. Je veux parler d'une récupération politique. Cela a été déjà cité dans la déclaration qui a été publiée. Donc en suspendant le mouvement, ils montrent leur responsabilité d'une part, tout en signalant clairement que le gouvernement est leur principal levier, la possibilité de... En fait, je voulais dire, ils suspendent la grève, c'est pour montrer au gouvernement qu'ils sont responsables et ils s'attendent à une négociation. Donc, si le gouvernement ne vient pas vers eux, ils peuvent à tout moment, reprendre la guerre parce qu'elle n'est pas supprimée, elle est juste levée, elle est en pause. Donc, la deuxième... le deuxième enjeu, pardon, c'est un enjeu de rapport de force. Donc, si tout le monde a bien suivi la déclaration, je l'ai tantôt dit, elle est suspendue, la grève pas levée. Donc, la formulation saisie renvoie à un message que rien n'est réglé. Pour l'instant, ils suspendent pour ne pas qu'elle soit aussi longue et qu'il y ait une récupération politique. Donc, les syndicalistes, ils rappellent que si les discussions n'aboutissent pas, la grève peut reprendre à tout moment. Donc, c'est un moyen de pousser l'État à accélérer les négociations et éviter les promesses vagues ou offrir des engagements qui ne sont pas concrets. Voilà. Donc, le dernier point, c'est plutôt un enjeu de responsabilité publique. Tout faire pour préserver l'année scolaire qui a déjà commencé. On a vu, c'est ce qui a fait que les élèves sont sortis dans la rue, puisque de l'autre côté, chez les privés, les cours continuaient et dans les publics, il y avait un arrêt, je veux dire... des cours dans plusieurs écoles publiques. Donc, cela fait que les autres seront en avance dans le programme scolaire sur ceux du public. Et après, ces mouvements aussi peuvent envoyer d'autres dégâts, comme le cas de l'élève qui a perdu la vie ce lundi, Kadiatou Souma. Kadiatou Souma, paix à son âme également. Voilà. Oui. Donc, dans ce cas, l'intersyndicale cherche à se protéger d'un reproche, celui de prendre en otage le système éducatif et mettre en danger les élèves. Donc, en suspendant temporairement la grève, l'intersyndicale, je veux parler de la FSPE et du SNE, réaffirme qu'elle agit pour défendre les enseignants tout en évitant un blocage prolongé du système. Donc, il faut suspendre la grève pour continuer les cours, vu que l'année scolaire a déjà commencé. Donc, alors, en me basant sur ces points, on pourra dire que la suspension n'est pas un signe d'apaisement, mais c'est un geste calculé ou de responsabilité. Donc, les syndicats ils renvoient la balle dans le camp du gouvernement. Alors, la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement comprendra le temps qui joue contre lui? Parce que s'il prend le temps,
un temps assez long. Et s'il prend plus de temps. Plus de temps avant de continuer ce dialogue ou d'ouvrir un autre dialogue pour enfin satisfaire les points qui ont fait que ces syndicalistes sont allés en grève. Et la grève, elle sera redéclenchée. Et je pense que cette fois, elle aura encore beaucoup plus de force que celle qu'on vient de suspendre. Ouais, celle qu'on vient de suspendre. Donc, 3 enjeux selon Guinam Kambia Diallo, on a suivi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette décision ne se limite qu'à ces 3 enjeux? En réalité, il y a une question des fonds et des formes dans cette lutte syndicale. C'est vrai que c'est un droit constitutionnel. Chaque citoyen a le droit, à un certain niveau, de manifester son désaccord vis-à-vis des actes posés, que ce soit par des particuliers ou l'État. Alors, ce sont des revendications qui sont légitimes, on est d'accord. Il y a eu, à un certain niveau, l'intersyndicale composée de ces 3 structures qui ont justement mis en place une plateforme revendicative dans laquelle plateforme il y avait eu ce qu'on appelle une dizaine de points qui ont été exigés. Et parmi ces 12 points, pour être plus exact, il y avait justement des points qu'on considérait comme étant non négociables, donc des préalables. Alors parmi ces préalables, ces 3 préalables-là, il y a eu un acquis sur 1. Donc cela a été obtenu, le déblocage de salaire des enseignants depuis 2023 pour certains. Alors, donc cela a été acquis, les autres n'étaient pas d'accord parce que pour eux, l'objectif n'est pas atteint et le SLEG s'est désolidarisé, en tout cas en ce qui concerne cet appel à manifester ou à gréver. Finalement, ils ont foncé la situation et finalement, depuis le 1er décembre, nous sommes dans une situation absolument indescriptible puisque on a appelé les uns les autres de rester, disons, à la maison et observer ce mot d'ordre de grève, ce qui est tout à fait, disons, un droit constitutionnel. Finalement, à l'évidence, nous nous sommes rendus compte que certains élèves, puisqu'on voit des élèves quand même, disons, dans la rue, s'attaquent à d'autres élèves qui sont naturellement dans les privés. Puisque c'est comme ça que ça se passe, en disant tout simplement, nous n'étudions pas, vous étudiez, alors nous perdons tous. C'est le sentiment que c'est les uns les autres en ont. Alors, derrière cela, il y a eu des violences qui ont été constatées par plusieurs endroits à travers des jeux de pierre, conséquence que Kadiatou Souma a perdu sa vie dans cette situation déplorable. Alors, il y a eu des écoles qui ont été attaquées, créant de panique de toutes sortes, et avec des dégâts matériels très importants qui ont été constatés. Certains établissements sont allés jusqu'à, disons, fermer temporairement, disons, les classes. Donc ça veut dire tout simplement que, au-delà d'une revendication légitime, il y a parallèlement ce qu'on appelle des dégâts qui ont été commis suite à cet appel, quoi qu'on en dise. Alors, nous avons suivi le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui menace ou qui annonce tout au plus une plainte contre X. Alors, c'est un inconnu, on attend de voir c'est qui X. Donc, de toute évidence, aujourd'hui, il y a là effectivement une responsabilité morale de l'intersyndicale qui a appelé justement à manifester. Donc, ça révèle quoi? Ça révèle une chose très fondamentale dans notre pays ici. C'est le caractère violent qui anime tout un chacun. Alors, on a l'habitude de constater que la plupart des morts d'hommes auxquels on assistait dans notre pays ici étaient généralement liés aux manifestations politiques, mais nous nous sommes rendus compte que ce soit des revendications sociales, politiques ou syndicales, il y a effectivement ce caractère violent qui ressurgit à tous les niveaux, et je crois que c'est quelque chose dont il faut essayer de souligner. Donc, de l'autre côté, nous avons justement, disons, un gouvernement qui avait justement voulu échanger exclusivement avec le SLEG qui semble être plus souple vis-à-vis des autres. Et il y a de l'autre côté les gens qui criaient justement à la trahison du SLEG parce que pour eux, l'objectif n'était pas atteint. Mais attention, le gouvernement n'a pas voulu échanger exclusivement, mais plutôt c'est la FSPE et le SNE qui ont quitté la table. C'est après cela. Bien. De toute évidence, aujourd'hui, nous retombons dans une situation qui aurait pu être résolue auparavant. Au départ. Si le gouvernement n'avait pas dit, bon, vous n'êtes pas d'accord, on profite de ces désaccords-là, on traite avec l'autre.
pensant que ça allait marcher. Là où l'exclusivité intervient et finalement ça n'a pas marché, on est obligé de revenir autour de la table pour en discuter sur un certain nombre de choses. Et je crois que dans le communiqué de l'intersyndical, on avait annoncé justement ces 3 points fondamentaux. Alors on verra bien ce qui va sortir de ces discussions-là, mais tout est-il qu'aujourd'hui, on a envie de dire tout ça pour ça, pardon, et au niveau de l'intersyndical et au niveau de l'État, parce qu'une autre région qui a soutenu, disons, cette suspension, c'est-à-dire que nous sommes dans une période de campagne électorale et que par conséquent, cette grève pouvait entacher le bon déroulement de cette campagne électorale-là. Si c'est maintenant qu'on se rend compte que voilà, c'était quand même un pari risqué, puisque nous sommes pleinement dans une période de campagne, ça veut dire tout simplement que l'intersyndical s'est réveillé sur le tas, et à mon avis, c'est pas un argument qui tient. Le seul qui pouvait tenir, et je pense que là, ça a été... j'ai envie de dire, ça a été quand même un cynisme, disons, inacceptable de la part de l'intersyndicale qui, en pleine grève, avait perdu un de leurs, c'est Ablaye Sow. On avait cru comprendre à un certain niveau le départ, la mort d'Ablaye Sow aurait pu quand même inspirer la sagesse aux autres et de surseoir temporairement, autant pour eux d'observer un deuil, ne serait-ce que pour 3 jours. Après, ils pouvaient revenir puisque c'était un droit. Ça n'a pas été le cas. Je pense que cela aussi interroge les uns et les autres sur un certain nombre de choses. Il y a des centrales syndicales que nous connaissons dans notre pays ici, c'est l'ACNTG et l'USTG. Donc, Ablaye Sow dirigeait l'USTG, dans laquelle centrale, beaucoup de ces structures-là sont affiliées. Donc, je pense que moi, je n'arrive pas à comprendre cette attitude de l'intersyndicale. Maintenant qu'on s'en rend compte que la nécessité s'impose pour discuter, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose que nous appuyons de tous nos voeux. On verra bien si peut-être les uns et les autres, disons, s'entendront sur l'essentiel, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. L'intersyndical doit céder en partie, le gouvernement aussi, en tenir compte de l'autre côté, une autre partie de la revendication de l'intersyndical, éventuellement évaluer et évoluer. Et je pense qu'à un certain niveau, de part et d'autre, acceptons d'anticiper sur un certain nombre de choses dont on pourrait s'en passer. Donc aujourd'hui, vous estimez que les responsabilités sont partagées et le gouvernement et les 2 structures ou les 3 structures syndicales sont aujourd'hui fautifs, puisqu'il faut le rappeler, vous l'avez déjà dit dans votre développement, si la grève n'était pas déclenchée, ou, récapitulons, si le SNE et la FSPE n'avaient pas quitté la table, le gouvernement n'allait pas se retrouver avec le SLEG. Si le SLEG avait bien voulu faire venir ou convaincre leurs camarades de la FSPE et du SNE, il n'allait pas avoir, le SLEG n'allait pas avoir ce protocole d'accord partiel avec le gouvernement. Si le gouvernement avait aussi voulu bien faire les choses, allait d'abord suspendre les négociations et appeler tout le monde autour de la table pour trouver un consensus normal. Donc voici, si je dois bien comprendre ton développement, le contexte qui nous a conduit quand même à cette grève. Évidemment. Ok, le SNE, la FSPE se disent, nous sommes trahis, le SLEG a continué les pourparlers, on va peut-être les montrer nos biceps. Ce qui conduit à ces remous, 10 jours de perturbation. La première semaine, cette perturbation ne s'est pas fait ressentir. Donc le gouvernement, on a vu le gouvernement était un peu plus dans l'optique ou dans l'optimisme. Oui, c'est bon, le protocole d'accord partiel peut passer. Sauf que le lundi, tout a dégénéré sur l'ensemble du territoire national. On ne pourra pas dire que c'est seulement la capitale qui a été victime, en tout cas, de tout ce que nous avons vécu. On a vu des remous à Kankan, à Siguiré, un peu partout en République de Guinée, ce qui a quand même inquiété le gouvernement. Donc, comme tu l'as dit, ce que le gouvernement devait faire au départ, il l'a fait à l'arrivée. Évidemment. Donc, appeler encore tous les concernés, les acteurs concernés, les dire, OK, on va discuter ensemble. Là, maintenant, ce n'est plus le SLEG, ce n'est plus la SNE, le SNE, ni la FSPE. Vous vous retrouvez tous et il faudrait qu'on trouve un consensus. Ça, je crois que c'était mardi. Justement. Mardi, après de longues négociations, l'intersyndicale FSPE, SNE se dit, puisqu'on parle d'intersyndicale, se dit, attendons, on va aller voir la base. Hier, après de longues heures d'échange, la base dit, OK, suspendons. Mais si nous lisons, comme l'a rappelé Djenabou tout à l'heure, le communiqué de cette intersyndicale, il y a des questions à se poser. Pourquoi dans le nota bene, on dit grève suspendue, pas levée?
Donc, il est important de se pencher sur cette précision et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le bout du tunnel sera trouvé entre ces deux structures syndicales, je veux parler du SLEG et de la fraction FSPE-SNE, tandis que nous-mêmes ici dans ce studio, nous savons qu'il y a des dissensions. Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ces négociations peuvent aboutir sans que ces structures syndicales ne s'entendent d'abord sur quelque chose? Parce que je crois, à mon humble avis, c'est mon opinion, que ces deux structures vont en rendre dispersées. Ce qui n'est pas en notre faveur. Nous, je parle des citoyens, parce que nous avons nos enfants à l'école, vous avez vos enfants à l'école, vos frères, vos soeurs, ce qui ne nous est pas favorable. Parce qu'ils vont bloquer, peut-être suspendre, au mois de janvier, ils vont reprendre. Ce que vous oubliez, on est en janvier. En février, déjà, on a le mois de Ramadan. Février, est-ce qu'entre janvier et février, il y aura quand même l'investiture du président, du nouveau président? Donc, vous voyez, on est dans un processus qui est long. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas s'inquiéter sur cette dissension d'abord qui existe entre au sein même de l'intersyndicale de l'éducation? C'est un préalable fondamental dont il faut en tenir compte. En tout cas, ça va être bénéfique pour les deux parties. À l'évidence, il y a des dissensions qui continuent. Et je crois que c'est l'ego qui est inhérent à toutes les structures, notamment syndicales. Il y a Abouakar à un certain niveau, je parlais souvent, qui pensait être indispensable dans cette situation, puisque nous discutions ici autour de sa capacité de frappe d'alors. Alors, Abouakar de 2017 n'est plus celui de 2025. On s'est rendu compte que les choses ont changé. L'OSNE, la FSPE, d'une manière ou d'une autre, ont reçu quand même, disons, impacté. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, finalement, le gouvernement avait le sentiment qu'en traitant singulièrement avec l'OSLEG, il aurait pu justement trouver ses frères son chemin et puis voilà, évidemment dire le reste là, voilà, ça ne nous regarde pas. Et finalement, c'est pas ça. Et je pense que peut-être de l'autre côté aussi, l'OSLEG pensait que ça pouvait aller comme ça et dire bon, les gars, évoluons. C'est pas le cas aujourd'hui. Ils doivent s'entendre à l'interne sur l'essentiel et aller vers le gouvernement, parce que de toute évidence aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire tout ce qui est mentionné comme étant de 3 revendications, disons, prioritaires. Il faut en tenir compte de toutes ces revendications-là. Ils doivent céder et le gouvernement doit faire un pas. C'est ce qu'il faut dire. Obligatoirement. Obligatoirement. Alors, si on n'a pas, disons, ce sentiment qu'on est en discussion, qu'on est en négociation et donc, par conséquent, on doit à un certain niveau céder. Ça veut dire tout simplement c'est un simple séminaire qu'ils sont en train d'organiser. Ça ne va pas être, disons, un cadre d'échange fructueux qui pourrait justement aboutir à la levée définitive de ce mot d'ordre de grève. Alors, vous posiez la question de savoir effectivement, dans le communiqué, on a insisté sur le fait que c'est une suspension et non une levée définitive. Avec un nota bene. Justement. Ouais. Alors, ça veut dire tout simplement que l'intersyndicale composée par l'OSNE et la FSPE, voilà, donc c'est muni, disons, des précautions au cas où si, justement, les négociations échouaient. Et voilà, donc des précautions sur lesquelles elle pouvait s'appuyer pour pouvoir justement peut-être continuer le combat. Alors je pense que ce sont des hypothèses qu'on peut se poser, parce que c'est cela aussi, c'est-à-dire que si c'était levé, ça veut dire tout simplement que même si on appelait à un autre mode de grève, ça n'allait pas impacter comme c'est le cas. Donc il faut quand même savoir où s'appuyer, sur quoi s'appuyer avant d'aller vers ces négociations-là. Et je pense que de toutes les deux parties, encore une fois, il faut que la sagesse puisse prévaloir et qu'on sorte dans ça. Il y a ce qu'on peut faire maintenant, il y a ce qu'on peut faire aussi éventuellement. Et je pense que même dans le protocole d'accord qui a été conclu entre le gouvernement et le SLEG, il a été dit effectivement que certaines revendications prioritaires devraient être prises en compte en 2026, donc plus précisément février 2026. C'est pas loin, pratiquement 2 mois, nous séparent, ou 3 mois pratiquement de février 2026. Donc je pense que là aussi, on attend de voir ce qui va se passer. Et je pense que là, si ce sont des propositions qui rassureraient justement l'intersyndicale de l'éducation, je pense qu'il faut accepter cela et évoluer
Maintenant, on va essayer d'observer et justement évaluer le gouvernement au pied de mur parce que ce serait quand même des promesses. Ouais. Alors, si le gouvernement n'arrive pas à respecter ses promesses, conséquence que fondamentalement, les autres vont reprendre la grève et en ce moment-là, la responsabilité incomberait au gouvernement. Maintenant, pour terminer, l'intersyndicale de l'éducation aussi doit pouvoir comprendre que le gouvernement n'est pas obligé de tenir compte de toutes les revendications. Le gouvernement fait face aussi à plusieurs priorités. Les revendications sont certes légitimes, mais il faut aller crescendo. Ce qui est obtenu, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses de la part du gouvernement, ça il faut le noter aussi, ce qui a fondamentalement érodé la confiance entre les deux parties-là. Le gouvernement doit pouvoir quand même respecter sa parole vis-à-vis de l'intersyndicale. C'est ce qui pourra renforcer la confiance et lorsqu'ils diront qu'on le fera dans 3 mois ou 4 mois, ça peut rassurer l'intersyndicale et éventuellement évoluer dans ce sens-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est l'éducation et nous connaissons les conséquences de ce pléiade de manifestations que nous avons connues par le passé, que ce soit d'ordre social, politique ou économique. On en a assez connu. Je pense qu'il faut qu'on essaie d'évoluer et que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école définitivement et que de l'autre côté, encore une fois, qu'ils s'entendent. Parce que je comprends par là qu'il y a beaucoup plus d'ego qui prime sur l'intérêt général. Ouais. Et c'est dommage pour la République, puisque là, de part et d'autre, effectivement, il y a justement ces comportements qui ressurgissent. Et je pense que ça n'honore personne, encore une fois. Certes, c'est légitime, certes, c'est un droit, mais à un certain niveau aussi, au nom de la République, on peut s'aider et évoluer éventuellement, comme je le disais tantôt, à force de me répéter, mesurer le gouvernement au pied du mur. Au pied du mur. Djenab Thiam, est-ce que vous partagez le même avis, puisque déjà vous avez rappelé les 3 contextes, en tout cas les 3 enjeux, je voulais dire les 3 points clés sur ces enjeux, mais également cette division, cette dissension même, cette déchirure au sein de l'intersyndicale de l'éducation. Aujourd'hui, la FSPE collée au SNE, le SLEG isolé, vont quand même pour une négociation ou aux négociations. Est-ce que vous estimez qu'on aura gain de cause avec une intersyndicale carrément fractionnée? C'est pas aussi sûr, puisque je le disais dans un autre numéro, l'intersyndicale, je veux parler de la FSPE et du SNE, a manqué de patience. Le dialogue est ouvert, ils sont autour de la table. Si tu n'es pas là, qui peut défendre ton intérêt? Ils ont quitté avant même la fin du dialogue. Et donc, les autres ont pris ce qui leur a été proposé et l'accord a été signé. Pendant ce temps, eux ils sont en train de revendiquer à cause d'un point. Je pense que c'est pour la reconnaissance de statut particulier. Oui. C'est à cause de ce point-là. En tout cas, on a l'impression que c'est le seul point d'achoppement aujourd'hui. Voilà. Sans ce point, peut-être qu'il ne veut pas. Justement. Et c'est bien indiqué dans l'accord que c'est un point. Ils ont entamé la négociation là-dessus. Parce qu'il y a la rélecture même. Justement, ils ont entamé et donc elle va se poursuivre en février 2026. Comme l'a dit Yaya, c'est pas loin, on est en décembre. Et janvier, février, pratiquement 2 mois sur un février. Il fallait attendre que février arrive, voir réellement si le gouvernement va respecter sa parole et après ils pourront aller en grève. Mais si au préalable, avant même que quelque chose ne soit obtenu, vous quittez la table, vous partez parce que vous vous êtes dit que peut-être qu'ils ont prédit, ils se sont dit cela n'aboutira à rien. Voilà, ce dialogue, c'est juste une perte de temps et voilà, nous on quitte, on se lance et puis on va vers une grève. Je le répète, ils ont manqué de patience. Et le SLEG, je crois qu'après l'annonce de la grève, le SLEG avait affirmé qu'elle n'a pas été consultée. Elle a été mise de côté. Le SLEG a été mis de côté, je voulais dire. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas allé en grève avec les 2 autres structures syndicales. Et c'est compréhensif. Si vous vous retirez d'un dialogue et puis vous ne consultez pas
toutes les structures, je ne suis pas obligée de suivre, puisque vous ne m'avez pas considéré, vous n'êtes pas venu me dire, bon, moi je vais quitter la table. Tout ce qui se conçoit ou qui se décide sans toi est contre toi. Et contre toi, justement. Oui. Donc, cela explique un peu la position du SLEG. Si le SLEG n'a pas été consulté, le SLEG a été mis de côté, je pense qu'ils ont eu vraiment raison de continuer les négociations, eux, de leur côté. Et puis, en plus, l'accord a été signé au nom de l'intersyndicale de l'éducation. Donc, c'est pas... Mais aussitôt, la FSPE et le SNE, quand même, se sont désolidarisés. Oui, malgré qu'ils se sont désolidarisés, l'accord quand même a été signé au nom de l'intersyndicale de l'éducation. Et ils sont membres de l'intersyndicale de l'éducation. Donc là, il faut d'abord essayer de régler le problème au sein même de l'intersyndicale de l'éducation avant la reprise de toute négociation. Sinon, partir en renversé pour des négociations, je ne crois pas qu'ils pourront trouver un point d'entente. Déjà, qu'entre eux, ils se lancent des pierres. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront devant l'adversaire? Donc, essayer de régler le problème à l'interne et trouver un point d'accord, faire des compromis, parce que les négociations, c'est ça, il faut des compromis, et aller maintenant vers le gouvernement avec peut-être, s'ils tombent d'accord sur que la reconnaissance du statut particulier de l'éducation, de l'enseignant, pardon, ils vont lâcher d'autres points. Et le gouvernement aussi, il va peut-être accepter la reconnaissance de ce statut particulier. Il va aussi demander à ce que l'intersyndicale lâche d'autres points. Donc, chacun va faire des compromis pour qu'enfin il puisse signer un protocole d'accord dans lequel toutes les structures vont se reconnaître et vont accepter. Ce qui est très normal. Hein. En tout cas, les négociations se poursuivent aujourd'hui, même selon l'annonce faite par l'intersyndicale de l'éducation. Quand je parle de l'intersyndicale, là, je veux regrouper tout, la FSPE, le SNE et le SLEG, parce qu'après tout, la FSPE et le SNE se sont retrouvés avec la base. Le SLEG déjà qui était autour de la table. Donc, c'est la FSPE et le SNE qui retrouvent la table de négociation qui est quittée depuis quelques jours, 10 jours environ. Après, on se retrouve, comme elle a dit, tout ça pour ça. Deux fois, en tant que syndicaliste, il est important de trouver un point d'achoppement. Puisque dans cette émission, je crois que c'était le mardi, quand on a eu les deux fractions, on a eu Roméo du SLEG et le porte-parole de l'intersyndicale FSPE-SNE, qui était Gesto, demandait la signature du statut particulier. Pendant ce temps, Roméo nous a dit ici qu'ils ont pris le minimum. Le minimum qui était sur la table, c'était de prendre ça. Au lieu de sortir la main vide de ces négociations, ils ont préféré prendre ce qui était là. C'est vrai, peut-être que d'autres que ce n'était pas le point d'achoppement. C'était des primes qui ont été revues à la hausse, à 300%, 400%. Ce n'est pas petit dans le cadre syndical. C'était quand même salutaire, mais sauf que les autres structures syndicales ont estimé que c'était trop peu pour clore ces négociations. Nous croyons quand même qu'il y aura en tout cas d'autres points qui seront améliorés dans les jours à venir pour ne pas se retrouver dans le protocole d'accord partiel. Oui, en plus, Abdallah, il faut que les syndicalistes puissent savoir qu'on ne peut pas tout obtenir. Ce n'est même pas possible. On ne peut pas tout obtenir et ce n'est pas le seul secteur qui existe dans un État. Il y a d'autres secteurs, il y a d'autres dépenses auxquelles l'État doit faire face. Donc, si ils ont fait leur mémorandum, il y a des points essentiels. Je pense qu'il y avait 3 points. Et donc, 2 ont été obtenus. Et l'autre point, on vous dit patientez. En février, nous allons revenir là-dessus. Je pense qu'ils devaient se sentir heureux puisque la majorité est obtenue. Oui, c'est vrai. La majorité est obtenue et de l'autre côté, on va attendre février. Maintenant, là, si l'État ne respecte pas son engagement, ils pourront bien aller en grève. Mais partir en grève parce qu'un seul point n'est pas obtenu, c'est dommage. C'est un droit, oui, c'est un droit, mais en fait, la responsabilité que l'indical a prise maintenant, là, elle aurait dû la prendre avant même de lancer l'avis de grève. Parce que l'amélioration, en fait, c'est pas rien, c'est pas zéro. Donc, il fallait
Il fallait accepter cela. Et après 2 mois, c'est pas loin quand même. Bon, 2 mois, c'est pas loin, mais c'est pas aussi peu, c'est aussi grand hein, pour ceux qui se retrouvent dans l'impatience, comme l'a fait cette intersyndicale de l'éducation. On observe les négociations, peut-être aujourd'hui, on aura le compte-rendu de la journée d'aujourd'hui, et s'ils parviennent à se comprendre sur quelque chose, ou à s'entendre, j'y arrive, sur quelque chose. Ce soir, nous aurons les détails peut-être dans la grande édition d'information que vous aurez l'honneur de présenter. Ce sera à 20h hein, pour la télé, hein, pour ceux qui se retrouvent à la télé. On va poursuivre cette émission, et cette fois, nous allons aller au Sénégal. Là, lors de la journée dédiée aux martyrs et aux victimes, Ousmane Sonko a d'abord lancé un message très fort. Il faut le rappeler, le Premier ministre sénégalais a ensuite annoncé sa candidature pour la présidentielle de 2029 et la relance totale des activités du PASTEF. PASTEF, c'est le parti que dirige le Premier ministre Sonko. Un congrès en avril, le renouvellement des cartes, la reprise des tournées. Objectif fixé, atteindre 1 million d'adhérents en 2026. D'abord, ce commentaire proposé par la rédaction politique réalisé par Madoutan Baïderi. On se retrouve ici en plateau. Ousmane Sonko, porté candidat au compte du PASTEF à la présidentielle de 2029. Le Premier ministre sénégalais l'a fait savoir lors de sa participation à la cérémonie de commémoration des victimes des manifestations qui ont eu lieu entre 2021 et 2029. Ousmane Sonko a déclaré que rien ne peut m'empêcher d'être candidat. C'est la deuxième fois que le Premier ministre Ousmane Sonko tient un discours sur ses propres ambitions politiques depuis que son ami Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir en mars 2024. Pour la première fois, c'était au mois de juillet dernier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Selon beaucoup d'observateurs de la vie politique sénégalaise, cette sortie a pour principal but de rassurer les militants inconditionnels du PASTEF à un moment où la question de son éligibilité a refait surface dans le débat public ces dernières semaines. Pour plusieurs autres personnes, cette déclaration d'Ousmane Sonko est due à l'existence des tensions actuelles entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Le président de la République a ravivé récemment la coalition qui avait soutenu sa candidature en 2024 sans pour autant expliquer ses propres intentions. Assez d'interrogations, il y a Diallo ce matin, mais quel message veut-il envoyer à l'opinion et à ses adversaires? Je veux parler d'Ousmane Sonko. Justement, quand on sait que cette sortie quand même intervient, il faut rappeler c'est à l'occasion disons de la commémoration de ce qu'il appelait par ailleurs de la journée des martyrs et des victimes oui. À l'occasion des manifestations de 2021-2024 et en jalonnant un peu son parcours politique. Et à écouter son discours, on s'en rend compte que Sonko continue de souffler sur la braise politique pour pouvoir justement rassurer, maintenir, mais aussi, si vous voulez, renforcer même, puisque déjà il annonce des perspectives politiques dont il veut fondamentalement atteindre, c'est d'avoir plus, disons, d'alliés, ou si vous voulez, de partisans. Plus d'1 million, c'est ce qu'il se fixe comme étant un objectif. Alors, c'est dans un contexte quand même où il y a justement une méfiance qui, disons, essaie d'apparaître de plus en plus au niveau de l'État sénégalais, au plus haut sommet, entre le Premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Faye, ce qui continue quand même à occuper, disons, le devant de l'actualité, que ce soit au niveau régional mais aussi continental, parce que on se rappelle tous, disons, des conditions dans lesquelles, disons, le PASTEF a pu justement mettre en place son programme de société, partager avec les Sénégalais, éventuellement bénéficier du soutien populaire, notamment de la scène sénégalaise. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a là un devoir qui s'impose pardon, à tous les deux de s'entendre sur l'essentiel. Alors, c'est de la politique. Il y a eu naturellement des accords de l'ombre qui ont justement soutenu le choix sur Bassirou Diomaye Faye. Il y a des révélations qui faisaient état comme quoi, puisque Sonko était inéligible au regard de ses condamnations,
qu'il opposait notamment à Mame Niang, l'ancienne ministre de la Culture de Macky Sall. Et bien finalement, il était question, puisqu'il y avait quand même un accord aussi entre le PASTEF et le gouvernement sénégalais, au regard des pressions quand même qui pesaient sur le régime de Macky. Donc finalement, un consensus est obtenu. Ils sortent de prison directement sur le terrain politique pour pas de campagne et sur le choix de Diomaye Faye. Beaucoup se posaient la question pourquoi Diomaye au regard d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de facteurs. Alors finalement, il était question qu'après un mandat, que Diomaye puisse sauter et que Sonko puisse reprendre son fauteuil, parce que de toute évidence, nous connaissons très bien le poids de chacun au niveau du parti. Sonko, c'est le premier responsable du PASTEF et Diomaye fut son lieutenant. Alors, donc, il y a cette stature qu'il a en tête. Donc, puisqu'il n'a pas voulu être politiquement égoïste, il a dit, bon, ceci, c'est moi le problème, pour l'instant, c'est ma place. Mais le PASTEF ne va pas perdre. Et finalement, ce qu'il fut fait, avec le slogan Diomaye, moi, Sonko, Sonko, moi, Diomaye. Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye. Finalement, ça a pris. Et puis, dès le premier tour, le PASTEF a été élu à travers son président, Diomaye, qui a été, disons, exceptionnellement choisi par le PASTEF pour représenter le parti. Finalement, il a été élu. Alors, Sonko Premier ministre avec des pouvoirs quand même... des extra-pouvoirs, oui, il faut le rappeler. Justement, des ultra-pouvoirs, pour ainsi dire, mis à sa disposition, parce que tout simplement, c'est lui qui a la responsabilité, si vous voulez, de la conduite gouvernementale. Et au-delà aussi, il est de ce ressort de créer toutes les conditions pour faire en sorte que l'efficacité gouvernementale soit de mise, et cela à travers justement de mesures contraignantes mises à sa disposition qu'il peut imposer à tous les membres du gouvernement. Ça, c'était dans les écrits. À l'évidence, il y avait certains membres du gouvernement de Sonko qui ne l'obéissaient pas. Et ça a créé une frustration à son niveau, parce que pour lui, c'est inacceptable qu'il soit chef du gouvernement et qu'il interpelle un certain nombre de ministres sur un certain nombre de choses qui relèvent de leur domaine, sans pourtant que ce ministre-là ne fasse ce qu'on appelle preuve d'obéissance vis-à-vis de leur Premier ministre. Il avait interpellé à plusieurs reprises le président Diomaye Faye pour qu'il puisse prendre sa responsabilité, parce que de toute évidence, le pouvoir décrétal, puisque c'est la nature aussi du régime sénégalais, c'est Diomaye qui nomme à qui il veut et dégomme qui il veut. Donc finalement, il avait interpellé pour qu'il puisse prendre sa responsabilité. Or, il est établi effectivement que ce ministre, pour ainsi dire, qui n'obéissait pas à Diomaye, occupait justement de ministères régaliens. C'est la Défense, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Justice, mais aussi des Affaires étrangères. Curieusement, ce sont les ministères régaliens. Donc, on s'est posé plusieurs questions pour savoir qu'est-ce qui expliquerait ou qu'est-ce que cela cacherait. Effectivement, Sonko, dans ce multiple, disons, sorties médiatiques, ces réclamations, il y a eu quelques changements. C'est le cas de la ministre des Affaires étrangères qui a sauté. C'est le cas du ministre de la Justice qui a sauté. Finalement, c'est une dame qui est revenue au niveau de la justice, proche de Sonko. Donc, il a justement obtenu sur 4, 2 de ce qu'il revendiquait. Alors, finalement, nous sommes dans une situation où, effectivement, au-delà de cette évidence-là, il y a eu les réformes au niveau de la coalition qui, quand même, a mis en nu, justement, ces désaccords entre les deux. Le président Diomaye interpelle justement la présidente de la coalition, la fait remplacer par Mimi Touré, et finalement c'est Sonko qui sort dans un meeting géant. Je crois que qui sort l'artillerie lourde, il faut le dire, qui va à contre-pied de son président, et un discours qui frisait même une mise en garde, si vous voulez. Donc finalement, on est dans cette situation. Eh bien, entre-temps, on nous apprend que Diomaye a renforcé encore davantage les pouvoirs de Sonko, peut-être pour pouvoir dissiper un certain nombre de choses, rassurer Sonko. Et je suis tenté de dire que Sonko peut-être voit des choses que nous ne voyons pas, entend des choses que nous ne entendons pas. Peut-être c'est ce qui a prévalu à cette sortie qui est assez discutable, et je crois qu'on aura l'occasion de revenir encore une fois. Et surtout, c'est là également, j'aimerais remonter, Diallo, puisque quelqu'un disait que le discours politique tourne autour de l'essentiel,
afin d'éviter le principal. Donc c'est comme le cas au Sénégal. Aujourd'hui, on a un Sonko qui, malgré ce décret pris par Diomaye Faye, aujourd'hui n'est pas totalement rassuré. Parce que annoncer sa candidature, c'est d'abord un acte politique soigneusement calculé et le moment bien précis. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre, comme vous l'avez dit, un Sonko qui voit plus loin que nos oreilles? Justement, c'est la question qu'il fasse bosser dans tout cela. À qui s'adressait-il principalement de tout ce que nous avons vu à travers les mots qui... Parce qu'il reste inéligible jusque-là. Évidemment, on regarde la loi sénégalaise. Bien. Et bien, là, c'est là la politique. C'est justement, il est dans l'anticipation, il est dans l'offensive. 4 ans nous séparent de 2029. Donc, voyez-vous que pour certains, c'est trop précipité, mais peut-être pour Sonko, c'est maintenant dont il faut essayer de resserrer le rang. Alors, c'est quand même dans des circonstances assez particulières. Il avait en face de lui des parents des victimes de ces différentes manifestations, des militants acquis à sa cause, des responsables aussi du parti PASTEF aussi acquis à sa cause, qui sont justement vent debout pour la candidature de Sonko en 2029. Donc il a surfé sur l'émotion. Justement. Et c'est une mise en garde adressée contre qui, quand Sonko dit que rien ne peut m'empêcher d'être candidat à toutes les élections communales, législatives et présidentielles. Et après, nous avons suivi quand même, disons, les intonations, les acclamations du public. Donc, ça veut tout dire. Donc, de ce point de vue, on se pose des questions. On se pose des questions parce que tout simplement, c'est le PASTEF quand même qui est au pouvoir, dont il est le président. Nous avons rappelé les circonstances qui ont prévalu sur le choix de Diomaye. Alors, le PASTEF au pouvoir, ce n'est plus Macky Sall, de toute évidence. Et nous avons suivi cette saga judiciaire où il y a eu des rebondissements. Finalement, le dernier recours, c'était la Cour constitutionnelle qui avait justement confirmé, disons, la condamnation en appel, et Sonko continue de contester cette décision, ce qui déjà l'avait amené à qualifier quand même certains magistrats de corrompus, la justice malade. Alors, aujourd'hui, une justice malade décorée par son binôme, Diomaye Faye, qui est aujourd'hui président de la République du Sénégal. Oui, et parce que c'est celui-là qui l'avait condamné, qui fut décoré quand même par son ami, l'actuel président Diomaye. Alors, de ce point de vue, il y a quand même, disons, des informations qui font état justement d'un probable rapprochement entre Diomaye et certains même caciques, disons, de l'APR de Macky Sall. Macky Sall, oui. Voyez-vous, donc disons qu'il s'est dit que Diomaye, disons, était beaucoup plus proche, ou écoutait beaucoup plus proche certains qui ont quand même longtemps gouverné au Sénégal. Donc, si vous voulez, les maîtres du système dont il était venu justement pour mettre fin. Parce que c'était ça aussi, la vision du PASTEF, c'est de dire que ce qui est là est mauvais. Il faut la rupture fondamentale. Ouais. Parce que c'est ce qui avait quand même caractérisé leur discours, c'est le panafricanisme. C'est la souveraineté totale à tous les niveaux. À l'évidence, ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être pour des régions que nous ignorons, puisqu'il y a des obstacles aussi extérieurs dont il faut en tenir compte. Mais tous les types qu'aujourd'hui, globalement, que ce soit le Premier ministre Sonko ou le président Diomaye Faye, entre le discours qu'il tenait quand il était dans l'opposition et ce que nous faisons, et ce que nous voyons au niveau de la gouvernance au Sénégal, il y a une frontière très étanche entre les deux discours, entre les deux faits. Puisque, à l'évidence, on s'en rend compte que de tout ce qu'on disait, évidemment, on n'est pas parvenu, c'est trop tôt peut-être de le dire, mais les signes ne nous montrent pas effectivement qu'on s'inscrive dans ce cadre-là pour pouvoir justement rompre avec le passé. Ouais. Parce que Mimi Touré, par exemple, puisque c'est ce qui a hérité la colère de Sonko quand il avait dit que... La colère de Sonko et du PASTEF. Justement, puisqu'il avait dit que c'est là qu'on avait choisi
il n'avait rien en commun avec celle-ci, qu'il ne partage pas les mêmes valeurs, vous voyez ce que cela veut dire. Ouais, c'est le comble quand même, parce que ça frise même, si vous voulez, l'animosité. Bien. Alors si Sonko, Diomaye veut s'appuyer sur une telle alliée dont le PASTEF a rejeté à travers son président, donc ça veut dire tout simplement qu'il y a aussi peut-être des intentions qu'on peut prêter à Diomaye de dire bon... Est-ce qu'il ne veut pas briguer la Rien ne m'empêche aussi de faire un deuxième mandat. Constitutionnellement, oui. S'il y a des accords de l'ombre qui ont été conclus, peut-être ça n'engagera que lui et son président d'alors, donc Sonko. Mais à l'évidence, il y a certains qui soufflent à l'oreille de Diomaye pour dire tu peux faire mieux, tu peux faire un deuxième mandat. Peut-être il se prépare lui aussi conséquemment pour pouvoir petit à petit affaiblir. C'est lui qui est considéré aujourd'hui d'une manière ou d'une autre un adversaire interne. On verra bien ce qui va se passer. Mais voilà, tout est là aujourd'hui pour dire que... Tout est donc possible du côté du Sénégal. Je m'appuie sur cette assertion d'un philosophe qui disait que le piège pour les hommes politiques est de se sentir invulnérable, intouchable. Cela conduit donc à négliger des choses que l'on juge à tort subalternes. C'est peut-être l'aspect que dégage aujourd'hui la politique du côté du Sénégal. Un Sonko qui est inéligible, mais qui annonce quand même sa candidature pour la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, face à un Diomaye Faye qui est son binôme, qui reste dans l'ombre, qui parle peu, mais qui agit beaucoup. Est-ce qu'il faut craindre ? Oui, il faut craindre. Et quand je dis qu'il faut craindre, il ne faut pas craindre Sonko, mais il faut craindre Diomaye. Parce que c'est lui qui ne montre pas ses griffes. De l'autre côté, il y a son ami, il y a son mentor, il y a en fait, la personne qui lui a quand même boosté qui est venue le mettre dans le fauteuil présidentiel. Et il est grand, il se dit que voilà, j'ai tout, c'est grâce à moi qu'il est ici, c'est grâce à moi qu'il est là. Mais il faut que Sonko sache que, en fait, il ne peut pas avoir un merci qui ne finit jamais. Ça n'existe pas. Voilà, un merci qui ne finit jamais, non. Diomaye, je crois qu'il a rempli sa part du marché. Il a donné toutes les armes à Sonko. Il lui a, en fait... il a confié l'organisation de l'État. Voilà, il lui a... Justement, il lui a donné assez de pouvoir qu'un Premier ministre ne puisse avoir. Et aujourd'hui, si Sonko annonce qu'il sera président à l'élection de 2029, bah, tant mieux. En tout cas, la question de son éligibilité, il ne faut pas qu'il l'oublie. Est-ce qu'il peut se porter candidat à l'élection présidentielle? C'est là où... Même communal. Oui, en fait, je pense que c'est qu'il vise le plus, c'est la présidentielle. Parce que déjà, il est à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est la présidentielle. Donc, c'est la question qu'il doit se poser. Et il ne faut pas qu'il se voie assez grand pour dire que non, je peux régner, je peux faire ci, je peux faire ça. On pourrait bien voir Diomaye pour un deuxième mandat au Sénégal. Diomaye pour un autre mandat au Sénégal. En attendant, les yeux sont rivés sur ces sorties de Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, patron du PASTEF, qui ne cesse pour l'heure d'afficher, en tout cas, de mettre sa stratégie en place. Est-ce que c'est une politique une stratégie politique bien peaufinée? En attendant, il faut savoir que, et d'abord, au-delà même de cette annonce, il a aussi évoqué la relance du PASTEF, annoncé un congrès. Est-ce que lors de ce congrès, c'est Sonko qui sera réélu? En attendant de voir, il parle aussi de renouvellement des cartes, de reprise des tournées, surtout. L'objectif fou, c'est 1 million d'adhérents d'ici 2026. C'est l'autre objectif, en tout cas, qu'il ne faudrait pas oublier de ce côté. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer au sein même du PASTEF, la politique sénégalaise qui continue d'entretenir des flots, et nous allons suivre de très près l'évolution de l'actualité de ce côté. La pub, et nous prendrons la direction du Burkina Faso. Nous allons ensemble décrypter l'adresse à la nation du président Ibrahim Traoré.
Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Bientôt sur Kavi TV. Audience de rire. Naam. Tanamo. Tanayum. C'est quoi Nkobe? Nkobe? Mais yoko ni Kobe na quoi? Mais yoko ni Kobe. Yo. Ndana saka ko Kobe. Mba na yekelesa ngoma. Ba c'est ko madi. Anita. Oui, monsieur le président. C'est quoi Anita? Anita Indian Glinar. Indian Gli. Indian Nira. Yo, nseti bori Indian Nara, nseti bori africain. Nseti bori. Pourquoi nseti bori Indian bori africain? Parce que nga Indian Nara mbaba na africain. Nga Indian akli di. Akli ne kade ba kuruma. Pourquoi? No ba na kansama na nsembego. Agri baka hui. Agri nana, akui nana. Donc akui luma di ine gbing dume ve batra bo fule geni nye. Akui luma alo lance de ketu. Ndene lance de ketu wali. Sorry nana. Allo sorry. Retirez le mot i, s'il vous plaît. J'ai retiré le mot i. Bientôt sur Kavi TV. Notre collaboration, les liens existants entre la route et la communication et l'Union des radios du Guinée ne font qu'exception à cette règle. Mais comme on l'a dit, il s'est avéré que les deux entités, chacune en ce qui lui concerne, a toujours été animée par un bon sentiment de faire en sorte qu'il y ait un véritable ancrage de la liberté de la presse. Featuring avec Maman Sonia, pourquoi le choix sur elle et pourquoi aussi faire plusieurs featuring dans ce même projet? Je trouve que j'ai l'atout quoi. Okay. Je peux tout donner pour le pays, pas seulement pour ma propre personne. Okay. Donc c'est ce qui me pousse à le faire. You give me time and you're taking my energy, bringing it out, showing who I am. Let me just stop here and say Kavi Media, and thank you. Aputu barama deremi, skinny barama pizza dong. Danger, yeah danger. Kavi TV qui moment mais fait danger. Danger, yeah danger. On a crié sorry. Yeah danger. On a crié sorry. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
Merci d'être des nôtres. Si c'est maintenant vous le faites, vous êtes sur Kavi Média, c'est le unique média de développement en République de Guinée. Dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité, le sujet à l'heure du jour. Je vous le disais tantôt, le Burkina Faso s'impose désormais comme une vitrine et un modèle suivi de près, engagé dans une révolution progressiste populaire que le pays n'a pas le droit d'échouer, selon les mots du président Ibrahim Traoré. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État burkinabé est revenu sur les défis sécuritaires, les avancées enregistrées et la priorité donnée au secteur agricole. Pour tout savoir sur ce discours, nos débatteurs décryptent avec, sur ce plateau, les contours même de cette adresse à la nation à l'occasion de l'an 65 de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je commence par vous, Guéna Boutiam. Justement, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation comme tout chef d'État à la célébration de la fête de l'indépendance du pays. Alors, il a touché plusieurs points, comme vous venez de le rappeler, notamment sécuritaire. Donc, il a salué les résultats de l'offensive audacieuse qui a été lancée pour enfin récupérer les zones qui étaient considérées auparavant comme zones terroristes. Donc, djihadistes. Ok, djihadistes. Donc, nous savons tous... Si Guéna avait raison, le djihadisme c'est très discutable dans là. Parce que, oui, mais ce sont les termes. utilisés. C'est des termes néocolonialistes, Abdallah. Djihadisme, c'est l'impédié au djihad. Or, en réalité, nous vivons une véritable terreur, donc du terrorisme. Je suis d'accord avec Guéna. Mais pour l'heure, c'est pas un point d'appellation. On est en train de décrypter un discours. Non, c'est pas vous, mais je pense que c'est des concepts sur lesquels il faut faire beaucoup attention, parce que ça n'a rien du djihadisme, c'est du terrorisme. Très bien. Parce qu'ils ne défendent pas une religion. Merci. Je vous comprends bien. Oui, voilà, et donc il a salué ces résultats parce que l'offensive a réussi, selon le président Ibrahim Traoré, à récupérer ces zones. Ça veut dire que désormais, ces zones ont été récupérées par l'État et ils n'appartiennent plus aux djihadistes, comme vous l'avez dit. Donc, il a rappelé aussi que le Burkina Faso est devenu une vitrine et un modèle. Un modèle qui est assez observé et qui est engagé dans une révolution progressive populaire et que le pays n'a pas le choix et n'a le choix que de réussir. Donc, le pays ne doit pas échouer. Et alors, en continuant dans son discours, Ibrahim Traoré a insisté sur en fait l'envie, ou je peux dire la volonté d'atteindre une souveraineté totale. Donc, il a, de ce côté, il a beaucoup plus pointé du doigt les partenaires du pays. Je veux parler de l'industrialisation accélérée du pays. Donc, il s'est adressé aux opérateurs économiques en leur disant de changer de logiciel. Ça veut dire qu'il faut mettre l'accent sur le développement d'unités de transformation locale afin de créer de l'emploi aux jeunes burkinabés et que le Burkina Faso soit un pays exportateur de produits finis. Donc, en fait, il veut parler là de l'industrialisation rapide, comme il a dit, accélérée. Il a même dit devant Vladimir Poutine il y a quelques mois, où il demandait à ce que la transformation soit faite sur place, au lieu de prendre les minéraux, en tout cas toutes les ressources naturelles du continent, de les amener de l'autre côté. Oui. Voilà, donc il a dit qu'il faudrait que le Burkina Faso soit un exportateur de produits finis. Donc, on extrait sur place, on transforme sur place, et puis le Burkina Faso exporte les produits déjà... Voilà, donc pas les produits de première... pas en fait les produits comme on voit en Guinée, la bauxite. D'abord, la Guinée ne peut transformer qu'en alumine et puis exporter de l'autre côté. Donc en plus, le Ibrahim Traoré, si je ne me trompe pas, il a rappelé que le modèle burkinabé doit inspirer les autres États africains en quête de liberté, de dignité et de
prospérité. Donc là, il vient carrément nous dire que le modèle burkinabé, en fait, est un modèle unique. Est un modèle peut-être unique. Et inspirant. Ah oui. Pourquoi pas. Donc il se dit que tout pays en quête de liberté, de souveraineté totale, doit prendre exemple sur le Burkina Faso pour arriver à ses fins. Donc je pense que c'est en quelque sorte ce qu'il a voulu dire dans son adresse à la nation lors de l'indépendance du pays ce 10 décembre. Oui, ce 10 décembre, ce 11 décembre. 11 décembre, ce 11 décembre. Diallo, l'histoire du Burkina est quand même complexe, hein, puisqu'il faut le rappeler que ce 11 décembre est une dérogation de la célébration de la fête de l'indépendance. Mais sinon, il y a une date, c'est bien le 5 août, si je ne me trompe. Justement, c'est une exception dont certains n'arrivent pas à comprendre la teneur. Mais nous, peut-être à travers le décor, on peut peut-être se permettre de soulever un certain nombre d'hypothèses sur ce décalage-là. Et nous avons suivi un Traoré qui était au milieu, disons, des véhicules blindés, des armes de guerre, vêtus toujours comme ça a été le cas en treillis, donc militaire. Donc le message, le discours tenu dans la forme et dans le fond, il y a justement ce qui, disons, moi, a retenu mon attention sur la reconquête de la souveraineté, parce que tout tourne autour de cela. Pour Traoré, qui aujourd'hui se présente comme étant un révolutionnaire, un véritable révolutionnaire, parce que pour le lui, nouveau Sankara. Justement, c'est le nouveau. Je crois que lui-même, il a dit sans fausse modestie, il s'est inspiré de ce dernier pour pouvoir justement essayer de faire changer un certain nombre de choses. Je pense que, comme beaucoup d'observateurs, Traoré, c'est trop tôt de crier victoire. Mais ce qu'il faut admettre, c'est qu'il est sur la bonne voie. Parce que, justement, chez lui, voilà ce qui le différencie des autres. Pour lui, la révolution est d'abord psychologique. Et c'est ce qu'il est en train de faire au niveau du Burkina Faso. Rencontrer la jeunesse, échanger avec la jeunesse, informer la jeunesse, éventuellement l'interpeller sur les enjeux du moment, mais aussi sur la responsabilité de la jeunesse, disons, burkinabé, quant à l'avenir du Burkina Faso. Donc pour lui, il a essayé quand même d'avoir ce narratif-là et qui marche bien. Parce qu'aujourd'hui, Traoré, nous voyons tous, à la différence de beaucoup de ses homologues de la sous-région, Traoré, il est en symbiose avec son peuple. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle une artillerie ou un bataillon derrière soi. On l'a vu ici à travers les mosquées, prier seul ou quelquefois avec des gardes-corps. Donc ça en dit donc assez. C'est une démonstration qui va au-delà de ce qu'on peut, de ce qu'on peut imaginer ou dresser dans un discours imaginaire. Aujourd'hui, il a réussi quand même à forger ce peuple-là, à orienter le peuple, parce que c'est cela aussi la révolution. La révolution, ce n'est pas du populisme. Pas le discours, il ne s'agit pas de rejeter la responsabilité sur l'autre comme étant, disons, le premier obstacle à notre développement. On peut mieux faire. Alors, Traoré, disons, a rappelé ce qu'on appelle les circonstances, si vous voulez, disons, qui ont sous-tendu, c'est ce qu'il pourrait appeler comme étant, disons, un combat pour la souveraineté, mais aussi pour l'indépendance totale ou réelle, si vous voulez, disons, du Burkina Faso. Alors, ça veut dire tout simplement que, et c'est pour beaucoup d'États africains, pour ne pas dire tous les États, parce qu'il y a certains quand même qui se distinguent, qui ont compris le jeu et qui aujourd'hui continuent d'imposer un respect mutuel vis-à-vis de l'Occident, qui depuis longtemps a pris l'Afrique ou les États africains comme étant une charge gardée où on peut faire ce qu'on veut, désigner le président qu'il faut et éventuellement manipuler à côté, opposer les communautés les unes contre les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette partie, cette toute petite partie où le président Ibrahim Traoré dit que le Burkina Faso est aujourd'hui une vitrine et un modèle? Je pense que c'est trop tôt, mais toujours est-il que le modèle, je suis d'accord. Le modèle, je suis d'accord. Pas forcément une vitrine. Non, mais je suis d'accord parce que quand il parle de vitrine, ça veut dire que c'est comme si voilà. Il faut forcément s'en inspirer. Voilà, donc ça inspire, oui, ça inspire, mais en réalité, il y a quand même beaucoup de manquements. À un certain niveau,
lui-même, Traoré, il faut l'admettre qu'effectivement, il était dans le piège de l'Occident. L'Occident qui prenait, disons, un certain nombre de communautés du Nord, les présentant comme étant justement des terroristes, d'où le djihadisme dont vous venez de rappeler ici, des gens qui se battraient pour l'instauration, je ne sais de quel l'islam, parce que, à ce que je cherche, au Burkina, il y a des chrétiens et des musulmans qui vivaient depuis un bon bout de temps, donc on se cache derrière l'islam, appuyé par des terroristes internationaux, parce que la plupart de certains qu'on appelle par ailleurs djihadistes, c'est des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas l'islam. Donc c'était région entretenu, soutenu par l'Occident à tous les niveaux. On invente rien parce que le président américain Donald Trump l'avait dit carrément qu'Al-Qaïda est une fabrication disons américaine à travers le régime disons de Bill Clinton mais aussi de Barack Obama. Donc voyez-vous ce que cela peut faire. Donc je pense qu'aujourd'hui Traoré a imprimé quand même une nouvelle dynamique au niveau du Burkina Faso. La lutte antiterroriste continue parce que il y a quand même beaucoup de jeunes volontaires et c'est là où j'ai dit qu'il a quand même su psychologiquement quand même forger une jeunesse qui doit pouvoir prendre sa responsabilité, encourager l'entrepreneuriat, encourager disons les start-up de créer surtout, c'est ce qui caractérise souvent ces discours-là pour dire vous pouvez faire mieux. Et vous savez qu'il est allé jusqu'à interdire l'importation des vélos au Burkina Faso. Il avait sauf que le grand bémol ou la grande question, Yalo, moi je crois que c'est par rapport même au franc. Hein. Jusque-là, le Burkina qui est quand même dans la révolution utilise le franc CFA, contrairement à la Guinée, comparaison ne fait pas raison. Donc là déjà c'est un premier piège, vous l'avez dit, lui-même peut-être qu'il se retrouverait dans un piège sans comprendre. On a un Burkina qui, côté sécuritaire, n'est pas quand même totalement indépendant. Stable, surtout. Il y a beaucoup de choses à revoir. Lui-même, c'est vrai qu'à un certain niveau, il avait dit que l'armée burkinabé, les forces armées ont réussi quand même à neutraliser ce qu'il peut après par ailleurs comme étant l'ennemi. Et je crois qu'il y a eu assez d'efforts qui ont été fournis. Il y a eu une offensive militaire burkinabé qui a quand même pu contrer, si vous voulez, l'expansion terroriste au niveau du nord du Burkina Faso. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu même certaines parties là où on avait accusé certains imams de mèche avec ces groupes terroristes-là. Des imams ont été enlevés et finalement d'autres emprisonnés et tout récemment aussi il y avait certains qui ont été interpellés sur un certain nombre de choses. Alors c'est une décision interne, nul ne sait peut-être toutes les implications de ces différentes interpellations, mais toujours est-il qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup d'acquis puisque Traoré quand même c'est quelqu'un qui a vite compris disons le jeu international, la géopolitique, disons les alliances qui se nouent. Vous vous rappelez de son voyage au niveau sur la Russie qui avait quand même fait beaucoup d'écho où on parlait même à la veille même de son départ d'une tentative de coup d'État. Je crois que c'était quand même un avion affrété par disons Vladimir Poutine qui l'avait justement accompagné juste au niveau de la Russie pour pouvoir justement... En tout cas, elle a bénéficié de tous les honneurs. De tout. Alors, et nous avons suivi son discours. Surtout, c'est ce qui est très intéressant. C'est un Ibrahim Traoré décomplexé qui est venu vers la Russie, apprendre de la Russie et éventuellement faire ce qu'on appelle de partenariat, disons... Apprendre et non prendre, hein. Apprendre, oui. Justement, apprendre, et parce qu'il parle d'un transfert technologique. Oui, c'est vrai, il y a dans plusieurs secteurs, nous avons des partenariats, notamment au niveau de la défense, mais dans l'agriculture, par exemple, il a dit, nous voulons mécaniser l'agriculture, nous voulons, à travers l'agriculture, créer ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous voyons dans tous ces États, que ce soit au niveau de l'AES, que ce soit au niveau de certains États qui composent la CEDEAO ou l'Afrique de manière générale, on n'est pas parvenu à créer toutes les conditions pour pouvoir avoir ce qu'on appelle, disons, un modèle dans le cadre de l'agriculture pouvant permettre d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes en Guinée ici et nous savons que nous avons, disons, la moitié de du sol guinéen est arabe, donc cultivable, et il en est de même pour certains États. Donc pourquoi ne pas créer toutes les conditions? Et je crois qu'une connaissance des conditions, c'est l'industrialisation de ces secteurs-là, et cela passe par la mécanisation, éventuellement la transformation et la conservation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de tout ce que nous produisons aujourd'hui, et vous voyez que 30%
pourri déjà sur le champ, ou si vous voulez dans le champ, avant que cela ne soit acheminé dans les points de vente. Donc, une double perte. Il faut tenir compte de tout cela. Je crois que lorsqu'on comprendra, et les chefs, puisque quand même ce sont les décideurs, sauront effectivement, il s'agit de faire en sorte que c'est comme ça que l'Asie-Pacifique, l'Asie du Nord, c'est comme ça que la Chine, l'Inde est en train, c'est comme ça qu'ils se sont développés. Partir, apprendre et revenir effectivement. Et là, c'est le patriotisme qui intervient à ce niveau-là. Et la plupart de ce qui partent pour apprendre, finalement, ne reviennent plus. Je pense que s'il faut dire effectivement que le Burkina est un modèle aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, Traoré a su quand même imposer un modèle de gouvernance qui consiste à échanger directement avec son peuple, partager ses préoccupations et éventuellement orienter son peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un véritable guide au-delà de tout, qui reste et demeure un modèle qui inspire confiance, parce que tout simplement, pour la majorité des Burkinabés, c'est un Ibrahim Traoré qui tient en compte l'intérêt général et qui met en avant le Burkina Faso. Et vous l'appelez tout à l'heure, sa référence, son modèle, c'est Sankara. Et nous connaissons qu'est-ce que ce dernier symbolise au niveau du Burkina Faso. Surtout avec l'histoire du Burkina, on a vu, c'est un pays quand même qui a connu une histoire très très triste par endroits, il faut le rappeler, avec tout ce qui est arrivé à Sankara. On se rappelle un peu du modèle occidental, hein, ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, nous comprenons un peu cette... comment, si je peux le qualifier cela, de rage, de réussir ou de couper le lien avec la France-Afrique. Parce que c'est ça surtout, couper le lien France-Afrique. C'est le véritable défi. Et c'est un défi existentiel pour le peuple africain, notamment francophone. Lorsque les gens comprendront, et c'est là où il a une longueur d'avance. Parce que si vous l'écoutez, vous vous rendrez compte, effectivement, c'est quelqu'un qui a su quand même comprendre la réalité. Parce que ce n'est pas un binational. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Et c'est quelqu'un qui veut imposer la rupture. Vous vous rappelez tantôt effectivement le paradoxe. On parle d'une révolution industrielle et économique au niveau du Burkina Faso. C'est ce qu'il réclame en tout cas. Parce qu'il dit aujourd'hui, la plupart des Africains s'inspirent du Burkina Faso. Et dans son discours même, il se présente comme étant un guide africain. Parce qu'au-delà du Burkina Faso, c'est quelqu'un qui plaide pour une Afrique prospère, une Afrique unie et qui doit faire face à son propre destin. Et je crois que de l'autre côté, on peut comprendre effectivement Ibrahim Traoré aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est sur la bonne voie. Alors, est-ce qu'il pourra capitaliser tout cela et de ne pas tomber parce dans le piège de la France-Afrique, s'il faut dire comme ça, l'impérialisme. Et aujourd'hui, vous savez très bien que tout est en train d'être mis. Je suivais le président Tiani qui disait qu'aujourd'hui, tout est en train d'être mis en œuvre pour pouvoir déstabiliser la Confédération AS. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui explique par endroit cette inquiétude que vous soulevez tout à l'heure, comme à rompre avec la France-Afrique. On n'a pas facilité la tâche à ces trois États-là de pouvoir avoir sa propre monnaie, parce que nous connaissons la BCEAO se retrouve au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous connaissons aujourd'hui les relations qui existent entre le chef d'État ivoirien et les autres de l'AES, qu'ils acquisent comme étant justement l'épicentre de la France-Afrique au niveau de l'Afrique occidentale. C'est ce qu'on reproche à Ouattara. On verra bien ce qui va se passer, mais tout est-il qu'aujourd'hui, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'ils ont décidé de créer la rupture, de prendre leur destin en main. Alors cela doit être traduit dans les actes. Dans les actes concrets. C'est là où il dit encore une fois, il ne s'agit pas de crier victoire. Parce que peut-être l'AES pourra avoir sa monnaie à elle, mais est-ce qu'on ne créera pas toutes les conditions aussi pour dévaluer cette monnaie-là et éventuellement occasionner comme ce fut le cas avec le Sili en République de Guinée. C'est ce qu'on a fait. En partie aussi le franc guinéen aujourd'hui. On n'a pas voulu que le franc guinéen puisse connaître une stabilité parce que quand même nous avons plus ou moins la souveraineté monétaire. Est-ce que ce n'est pas le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui garde sa monnaie pour le moment? Ça, la Guinée, il faut s'en féliciter. Hein. Le Ghana aussi a sa monnaie. Oui, le Sidi. Merci. Et le Léonce, du côté de la Sierra Leone, et là aussi nous connaissons ce qui se passe. Oui. Voilà. Je me rappelle, la Guinée n'est pas le seul pays. Mais en tout cas, pour le moment, nous restons dans cette stabilité qu'il faut quand même saluer. Saluer cette stabilité de notre monnaie
qui tant bien que mal se place quand même dans la sous-région, un peu plus sur le Léonce du côté de la Sierra Leone, un peu sous la monnaie ghanéenne, c'est dit, mais la Guinée quand même reste ce pays qui garde cette souveraineté monétaire. Djenabou Thiam, pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir suivi cette adresse à la nation du président Ibrahim Traoré, vous vous dites que cela traduit une stratégie de leadership basée peut-être sur la conviction, la fermeté et cette rage de réussir et d'aller vers la continuité? Oui, tout ce que vous avez dit existe déjà, parce que le président burkinabé, c'est un véritable leader. C'est un leader et qui connaît en fait, je me dis qu'il est venu au pouvoir en sachant déjà quoi faire. C'est comme si une personne qui avait déjà sa feuille de route, il savait il savait quoi faire avant même d'être là. Donc il ne va pas se perdre, il ne doit pas accepter de se perdre et il ne doit pas accepter d'être sous l'influence de qui que ce soit. Là, il parle de souveraineté totale, je dirais que c'est pas encore acquis puisque le Burkina Faso, comme on l'a dit, n'est pas souverain économiquement. Oui. Et il faudrait, l'annonce a été faite que les États membres de l'AES auront leur monnaie. Je pense qu'ils sont 3 États. Donc, ils auront leur monnaie. Si ça c'est fait, si ça c'est déjà fait, c'est là qu'il pourra parler de souveraineté totale. Parce que là, il sera en route vers une souveraineté totale. Donc, il faudrait revoir les points qui vont un peu déstabiliser le pays. Il faudrait quand même fermer tout ce qui pourrait amener le pays à balancer, tout ce qui pourrait l'amener à douter de sa conviction, et pour qu'enfin pouvoir sortir le Burkina Faso de ce trou, et pour qu'enfin que Ibrahim Traoré puisse en tout cas réaliser tout ce qu'il veut pour le pays. Réaliser tout ce qu'il veut pour le pays. Bonne fête de l'indépendance au peuple burkinabé, il faut le rappeler, et certainement comme l'a dit Djenabou et Yaya, le président Ibrahim Traoré pourra parvenir à tout ce qu'il est en train de bâtir. C'est ça aussi l'Afrique. Il faut rêver grand pour notre cher continent. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Djenabou Thiam. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà compris, auditeurs et téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de cette émission. Le Scanner, merci aux équipes techniques, à la régie, à la production, à la réalisation. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, pourquoi pas avec d'autres acteurs. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie du seul et unique média de développement en République de Guinée.